Bonjour et bienvenue à tous pour ces nouveaux éphémérides du mois de septembre 2022, donc en compagnie de trois astronomes amateurs, à savoir Pascal, Mathieu et Robin. Nous leur souhaitons la bienvenue. Et donc pour cette émission, nous allons notamment parler de plusieurs oppositions, mais aussi d'une occultation d'une planète par la Lune. Et bien sûr, on va commenter l'activité du Soleil du mois dernier. Et puis nous finirons notre émission, comme d'habitude, par une photo du mois qu'auront choisi nos astronomes. Et bien, sans plus tarder, on va commencer avec ce premier événement qui aura lieu le 7 septembre. C'est l'opposition de Junon. Et donc, Pascal, je te laisse en parler pour nous donner plus de détails sur cette opposition. Très bien. Alors, parmi les astéroïdes de classe S, vous savez, la classe S, ce sont les astéroïdes principalement composés de silicates, eh bien, nous avons effectivement Junon, qui est l'un des principaux astéroïdes d'ailleurs de la ceinture principale, et le deuxième plus massif dans sa catégorie. Il a été découvert le 1er septembre 1804 par l'astronome Carl Ludwig Harding, et il devint en fait la troisième planète mineure connue après Cérès et Pallas. Et d'ailleurs, dans la mythologie romaine, il tire son nom de Junon, qui était en fait la femme de Jupiter. Par ailleurs, il est très probablement à l'origine des chondrites que l'on trouve parfois sur la Terre. Vous savez, ces météorites pierreuses constituées de silicates et de matières métalliques. D'ailleurs, si vous en trouvez une dans votre jardin, sachez que son prix peut varier entre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, voire même ça peut dépasser le million d'euros, en fait, selon la rareté. Mais je vous rassure, vous avez plus de chances d'être foudroyé par un éclair que de trouver effectivement une météorite dans votre jardin. Bon, alors, si vous ne la trouvez pas dans votre jardin, vous pouvez quand même espérer trouver Junon à l'aide de votre instrument, soit donc de jumelles ou d'un petit télescope, parce que effectivement, la planète naine Junon sera en opposition le 7 septembre. Elle sera en fait alignée avec la Terre et le Soleil, donc dans des conditions optimum pour l'observer. Elle sera visible donc avec un instrument tout simple dès la tombée de la nuit, à partir dès que la lumière va décroître, vous pouvez commencer à la chercher. Et puis d'ailleurs, vous avez toute la nuit pour la trouver, puisque en fait, elle sera observable. Alors, on va d'abord la trouver sur l'horizon est-sud-est, et puis progressivement, elle va se décaler. Donc vers l'horizon sud-sud-ouest, et elle va se décaler comme ça bien jusqu'à l'aube. Alors si vous avez du mal à la trouver, vous pourrez la chercher au milieu des aquarides du nord et les aquarides du sud. Et si vous avez encore plus de mal que cela, vous pouvez repérer Saturne et Jupiter. En fait, Junon passera quasiment au milieu, donc dans la constellation du Verseau. Alors ça sera pas facile à trouver quand même, parce que Junon ne fait que 234 km. C'est quand même un petit caillou. Alors l'avantage, c'est qu'il sera effectivement assez brillant. On espère une magnitude de 7,8. En fait, elle sera plus brillante que la planète Neptune, ou d'ailleurs la lune de Saturne, Titan. Que dire encore bien sûr cet astéroïde? Elle tourne autour du Soleil, bien sûr, en 4,36 années, et puis sa vitesse orbitale est de 17,97 km à la seconde. Alors c'est toujours quelque chose d'intéressant de pouvoir effectivement repérer ce tout petit point lumineux. Essayez de le faire, et puis comme ça, vous pourrez noter Junon dans votre livre de trophées.
Bah, merci beaucoup, Pascal. Voilà, tu nous as donné des bonnes indications pour pouvoir la repérer facilement dans le ciel. Merci. Et bien maintenant, nous allons passer au deuxième événement. C'est le 14. La Lune va occulter la planète Uranus. Alors du coup, eh bien, Robin, peux-tu nous dire à quel moment exactement ça va se passer? Et alors, l'occultation, ça va avoir lieu dans la nuit du 14. Je laisserai à peu près un peu plus Mathieu parler de où faut regarder et comment regarder cet événement-là. Et une occultation, ça consiste simplement, euh, en l'occurrence, l'occultation de Uranus par la Lune, c'est-à-dire que la Lune va passer devant Uranus. Donc il va y avoir un moment où on va plus voir Uranus parce que la Lune va passer devant. C'est aussi simple que ça. Et donc, cet événement, il aura lieu à partir de 23h20. Bon, Uranus, on pourra l'avoir un petit peu avant, mais ça sera vraiment plus facile de l'avoir parce qu'il y aura la Lune juste à côté. Alors moi, j'ai noté le début de l'occultation à partir de 23h20, mais ça va dépendre de sa zone géographique. Moi, j'ai pris le début de l'occultation, en l'occurrence, sur ma zone géographique, donc dans le Grand Est. Voilà. Et l'occultation durera approximativement 1 heure, donc à peu près pendant 1 heure, on ne verra, ça sera pas possible de voir Uranus, et elle apparaîtra vers les eaux des minuit 20 à peu près. Et donc voilà, ça serait assez facile de repérer Uranus en repérant tout simplement euh, la Lune, qui est vraiment très lumineuse. Donc ça sera vraiment l'occasion de la repérer, et pourquoi pas de chercher dans un instrument, essayer de trouver sa teinte, peut-être bleu-vert. Donc voilà, un petit défi à ce niveau-là. Je vais laisser la parole à Mathieu pour qu'il dise un peu plus de précision. Là au Voilà. niveau de l'observation. Alors, juste pour compléter ce que disait Robin, du coup, au niveau des horaires qui étaient donnés, puis l'occultation même, il est à noter que lors du premier contact, donc au moment où la Lune va commencer à passer devant Uranus, donc au moment où l'occultation va débuter, Uranus va être mangé par le côté jour de la Lune, donc le côté éclairé de la Lune. Et le dernier contact, donc le moment où Uranus va émerger de derrière la Lune, eh bien, ça va être du côté nuit de la Lune, donc la partie non éclairée. Alors, donc, je pense qu'on en a parlé, mais je le rappelle quand même. Donc, il faut chercher d'abord un peu avant 23h20, c'est mieux pour voir les deux ensemble, hein, Uranus et la Lune. Donc, il faut chercher sur l'horizon est assez bas, donc éventuellement prévoir d'avoir un horizon dégagé. Alors, comment observer cette occultation? Donc déjà, s'y prendre un petit peu à l'avance, on a dit 23h20, 23h22 selon l'endroit où vous vous situez précisément en France. Ça va se jouer à quelques minutes d'écart entre l'Est et l'Ouest, donc c'est à peu près dans les mêmes temps. Donc il va falloir prévoir donc au minimum une paire de jumelles pour pouvoir. Alors la Lune se voit à l'œil nu, donc évidemment commencer par repérer la Lune à l'œil nu, et puis avec une paire de jumelles, donc vous allez pouvoir détailler la Lune, mais surtout vous allez enfin pouvoir commencer à voir Uranus que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu en temps normal. Alors d'autant plus quand vous avez la Lune qui est à côté, qui est beaucoup trop brillante. Donc Uranus est noyé dans son éclat. Alors pour voir autre chose d'Uranus, oui, qu'une simple étoile, donc quelque chose de ponctuel, eh bien il va vous falloir une bonne lunette astronomique, potentiellement 70-80 mm d'ouverture, voire un petit télescope de 114 ou 130 mm, pour commencer à apercevoir le petit disque, tout petit disque d'Uranus. Il n'y a pas grand-chose à voir dessus, hein, si ce n'est, comme le disait Robin, sa couleur qui est vert émeraude. Alors, donc voilà, donc après le grossissement à utiliser pour pouvoir avoir un disque apparent qui soit bien net, c'est à peu près dans les environs de 100 fois plus ou moins. D'accord. Donc voilà pour ce qui est de l'observation de cette occultation. Et bien maintenant, nous pouvons passer au troisième événement qu'on va pouvoir commenter. C'est le 16, l'opposition de la planète Neptune, cette fois-ci.
Donc, du coup, Mathieu, je te laisse aussi en parler. Oui, alors, petite chose à noter avant de commencer, c'est que l'opposition de Neptune revient à peu près tous les ans et 2 jours. Autrement dit, une période synodique de 367 jours, un petit peu plus. Donc ça veut dire que chaque année, vous allez avoir un décalage de 2 jours en ce qui concerne le jour de l'opposition. Donc si je fais le calcul, là, l'opposition Neptune, c'est le 16 septembre, ce qui signifie que l'année dernière, c'était dans les environs du 13-14 septembre. Alors, où la chercher? Eh bien, la constellation du Verseau, et oui, ça fait des années maintenant que, eh bien, on trouve Neptune toujours au même endroit, elle ne bouge pas beaucoup, c'est normal, elle met quand même 165 ans à faire le tour du Soleil. Donc, et comme la Terre ne met qu'un an, eh bien, lorsque la Terre revient à hauteur de Neptune, eh bien, Neptune n'a pas beaucoup bougé finalement. Alors, je ne vais pas vous donner d'indication précise sur sa localisation. Mieux vaut vous reporter sur une carte du ciel détaillée, peut-être numérique. Ce que je peux vous dire quand même, un indice comme cela, c'est à droite de la brillante planète Jupiter. Jupiter, elle est immanquable dans le ciel. Donc, commencez par repérer Jupiter et puis ensuite, pas à pas, vous pourrez chercher Neptune. Alors, il est à noter que l'inclinaison axiale de Neptune est de 28 degrés, ce qui lui confère des saisons comme la Terre. Alors, actuellement, elle nous expose donc son hémisphère sud, hémisphère qui est à l'heure actuelle en plein milieu de sa saison estivale. Sachant qu'une saison sur Neptune dure 40 ans, eh bien, cette configuration devrait rester la même pour les 20 années à venir. Alors, du fait de sa distance à la Terre, eh bien, elle reste visuellement petite depuis notre sol. Malgré ses 50 000 km de diamètre réel, eh bien, elle n'a que 2,3 secondes d'arc de diamètre apparent. Alors, toute proportion gardée, eh bien, en fait, il s'agit d'une taille qui est 800 fois plus petite que la Lune et 20 fois moins que la planète Jupiter quand vous l'observez à travers un télescope. Alors, pour la distinguer d'une étoile lambda, ce qui n'est pas évident, même dans des télescopes qui commencent à avoir du diamètre, eh bien, il faut un télescope justement d'au moins 150 à 200 mm. C'est quasiment nécessaire. En dessous, vous ne pourrez quasiment pas distinguer Neptune d'une autre étoile. Et cela accompagné d'un bon seeing et d'un grossissement d'au moins 200 fois. Donc vraiment, mettez-vous dans les meilleures conditions pour observer Neptune. Alors l'inconvénient, bien entendu, c'est que sa luminosité est faible. Une magnitude qui est pratiquement de 8, mais sa couleur bleu profond a l'avantage d'être évidente, surtout au télescope. Alors, aucun détail de surface ne peut être vu en visuel. C'était le cas d'Uranus, c'est aussi le cas de Neptune. En imagerie, par contre, mais c'est à nuancer malgré tout, eh bien, on peut réussir l'exploit, et ce uniquement via un télescope, un gros télescope d'au moins 300-350 mm de diamètre, et surtout filtré dans l'infrarouge. Alors, évidemment, pour ceux qui sont fans des anneaux de Saturne, vous le savez certainement, Jupiter, Uranus et Neptune en possèdent également, mais ils sont invisibles au télescope, même avec de très gros télescopes, sauf peut-être avec des télescopes professionnels, mais ça reste à confirmer. C'est d'ailleurs, dans le cas de Neptune, une sonde spatiale qui a découvert les 4 fins anneaux de Neptune. Alors, il ne nous reste plus qu'à parler des lunes de Neptune. Eh bien, de ces lunes, seule la plus grosse, Triton, peut être recherchée avec une ouverture importante. Elle reste néanmoins assez proche de sa planète et surtout 200 fois moins lumineuse. Alors, une dernière petite information que j'ai été piochée vraiment dans les tréfonds d'Internet. Il s'agit en fait des éclipses qui peuvent avoir lieu sur Neptune. Vous le savez, on a l'habitude de voir les éclipses de lune, les transits des lunes galiléennes devant Jupiter. On a aussi l'occasion d'en voir sur Saturne, mais c'est déjà beaucoup plus difficile parce que la planète est plus loin, ses lunes sont un petit peu plus petites que celles de Jupiter. Et puis surtout, Saturne est incliné.
ce qui n'est pas le cas de Jupiter. Donc tous les ans sur Jupiter, vous avez des éclipses de lune. Sur Saturne, eh bien, c'est par période. Voilà, c'est même un événement qui est assez rare, je dirais. Eh bien, sur Neptune, c'est encore plus rare. Et surtout, mauvaise nouvelle, eh bien, ils sont quasiment invisibles avec des instruments amateurs, même en imagerie, puisque Triton, qui pourrait générer la plus belle, le plus beau transit de Lune à la surface de Neptune, eh bien, est déjà beaucoup trop petite pour pouvoir être séparée dans n'importe quel instrument d'amateur. Couplé au fait que Neptune a une surface très sombre, eh bien évidemment, vous l'imaginez, les ombres des transits de Lune sur Neptune sont quasiment invisibles. D'accord, et bien merci Mathieu de nous avoir détaillé cette opposition. Et maintenant, pour poursuivre les éphémérides, nous avons le 23, l'équinoxe d'automne. Donc là, à cette période-là, les nuits seront quasiment égales au jour. Et pour terminer, nous allons parler d'une autre planète, à savoir Jupiter, puisqu'elle passe en opposition le 26 septembre. Donc, Robin, eh bien, je vais te demander de nous donner quelques détails sur cette opposition. Oui, avec plaisir. Alors, la planète Jupiter va passer à l'opposition dans la nuit du 26 au 27 septembre. Et à quoi ça correspond, l'opposition? C'est-à-dire que la planète Jupiter va être vraiment se trouver à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. Je pense que tu vas pouvoir mettre des illustrations bien parlantes à ce niveau-là, qui vont vraiment permettre de voir que Jupiter, il y a vraiment la planète Terre qui vient vraiment s'interposer entre le Soleil et Jupiter. Donc, dans cette configuration-là, forcément, Jupiter, elle sera le plus proche de la Terre. Et la particularité, c'est que quand Jupiter va se lever, eh bien, le Soleil va se coucher, vraiment en parfaite synchronisation et en opposition. Euh, alors, euh, en fait, on profite de cette configuration planétaire, forcément, pour observer cette planète-là, parce que c'est le moment où il y aura le plus de contraste, forcément, puisque le Soleil va se coucher. Et c'est le moment aussi où la planète Jupiter sera particulièrement haute dans le ciel. Et vraiment, pour l'observer, bon, voilà, faudra essayer d'avoir un bon signe, naturellement. Et le meilleur moment, c'est vraiment là où elle sera vraiment le plus haut dans le ciel, ça sera lorsqu'elle va passer au méridien. Et donc, je vais justement en venir. Alors, comment observer cette planète-là et de quelle façon, à quelle heure, à quel endroit? Alors, comme pour l'occultation d'Uranus, dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà, les heures que je vais donner, ça dépend des zones géographiques dans lesquelles on se place. Donc voilà, moi j'ai repris l'application que j'utilise qui est Sky Safari, qui est gratuit, dans laquelle vous pouvez placer votre localisation, etc. Donc voilà, à s'y référer dans le cas où vous n'habitez pas comme moi dans le Grand Est. En l'occurrence, il faudra observer cette opposition dans le nord-est. Il faudra regarder dans la direction nord-est. Et Jupiter, elle va passer au méridien vers les 1h30 du matin. Donc vraiment, ça sera le meilleur moment pour l'observer. Il y aura d'autres événements, notamment la tache rouge qui sera visible. Donc voilà, j'ai donné des heures approximatives aux alentours des 1h. Donc on va commencer 1h du matin. Donc le 27 septembre, on va commencer à voir la tache rouge apparaître sur Jupiter. Et jusqu'à 4h du matin, elle va balayer toute la planète, forcément, puisque Jupiter tourne sur elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour observer cet événement? Bien évidemment, on peut regarder Jupiter à l'œil nu ou bien avec des jumelles, c'est assez simple. Mais ça sera quand même très intéressant que ce soit de la photographier ou de l'observer avec un télescope, en utilisant un télescope au moins de 750 mm de focale ou une lunette qui a de la focale. Donc on peut, entre guillemets, artificiellement augmenter la focale d'un télescope avec une Barlow. Donc voilà, je préconise vraiment d'utiliser des Barlow et des oculaires de faible focale pour avoir un grossissement qui soit le plus fort possible. Donc voilà, après adapter en fonction des turbulences atmosphériques, de la qualité du ciel. Mais ça peut être vraiment sympathique, en tout cas, de voir la tache rouge déjà dans un premier temps et
de voir peut-être voir l'évolution du mouvement de cette tache rouge au fur et à mesure de la nuit. Voilà, donc merci Robin de nous avoir donné quelques détails sur cette opposition. Et donc, eh bien, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à observer Jupiter à l'aide simplement de jumelles ou alors de télescopes si vous en avez. Merci donc de nous avoir détaillé tous ces événements. Et maintenant, eh bien, nous allons pouvoir passer à la seconde partie de cette émission et donc commenter l'activité du Soleil du mois dernier, donc à travers une photo que Mathieu, tu as pu choisir. Voilà, alors c'est une photo du soleil donc, qui date du 5 août. Et l'image donc, que je vais vous présenter de ce soleil, donc je pense que j'en mettrai même deux parce que en fait j'ai pris le soleil ce jour-là donc à travers deux filtres, un Continuum et un Caline, Calcium Caline. Donc je vous montrerai les deux. Cette image finalement est à l'image de ce qu'a été le soleil au mois d'août, c'est-à-dire relativement peu actif. Alors, quand je dis peu actif par rapport à la période dans laquelle nous sommes de ce cycle solaire. C'est-à-dire qu'en ce moment, le Soleil est particulièrement actif depuis un an ou deux maintenant. Et donc là, forcément, après avoir connu des mois très d'activité particulièrement intense, bien là, au mois d'août, on a eu on va dire un semi-répit. Alors, dans le domaine du visible, pour ceux qui font du H-alpha, par contre, il y a eu des moments où c'était très intéressant parce que j'ai eu l'occasion de voir de très belles protubérances, des éruptions à la surface du Soleil qu'on ne peut voir que dans l'arrêt de l'hydrogène. Et ces protubérances-là étaient particulièrement impressionnantes certains jours de ce mois d'août. Donc, vous voyez, en visible, on n'a peut-être pas grand-chose, mais dans le H-alpha, eh bien, ça pète à tout instant. Et puis, vous avez encore d'autres longueurs d'onde, comme le calcium que je citais tout à l'heure. Mais voilà. Voilà. Donc, on attend que le Soleil arrive à son maximum d'activité. On en est encore assez loin. Mais à noter quand même que on va faire le bilan. Hein. Ça fait déjà 6 mois d'écoulés dans cette année 2022. Et en 6 mois, eh bien, on n'a eu qu'un seul jour où il n'y a eu aucune tache solaire à la surface du Soleil. Donc, on est quasiment dans une configuration de maximum solaire. D'accord, oui. Effectivement. Donc, merci Mathieu de nous partager ces photos du Soleil. Et bien maintenant, pour conclure cette émission, nous allons pouvoir donc admirer deux de vos plus belles photos que vous avez pu prendre. Et alors, on va commencer par Robin. Peux-tu donc nous décrire ce que tu as pu prendre en photo? Alors moi j'ai photographié la nébuleuse, en tout cas une partie de la nébuleuse de l'Amérique du Nord qui s'appelle aussi NGC 7000. En l'occurrence, on voit pas mal de gaz d'hydrogène parce que voilà, c'est une nébuleuse très très intéressante à ce niveau-là, très très riche en hydrogène ionisé. Et donc, c'était vraiment une cible de choix pour moi puisque c'était en l'occurrence une première lumière d'une lunette astronomique que j'ai acquérie. Et donc, on peut dire que c'est un résultat plutôt convaincant. Il y a à peu près une quarantaine, je sais plus exactement, mais je crois que c'est entre 40 et 40 minutes et 1 heure de pause, avec un filtre L-Enhance. Donc, la particularité de ce filtre-là, c'est qu'il arrive vraiment à isoler l'arrêt de l'hydrogène. Il isole aussi l'arrêt de l'oxygène mais en l'occurrence, dans cette nébuleuse-là, il y en a pas. Il y en a pas beaucoup, donc on n'en voit pas. Et donc voilà, c'est un test plutôt concluant, malgré les conditions qui n'étaient pas forcément terribles, même la mise au point n'était pas terrible. Et voilà, ça annonce que du bon, en tout cas avec cette lunette-là. Voilà, merci en tout cas pour cette belle photo, ça donne un bon rendu. Merci. Mathieu, donc du coup, vers quoi tu t'es dirigé pour ce mois-ci? Alors, une toute autre cible, c'est également une nébuleuse, mais pas du tout la même. C'est la nébuleuse de la lagune M8.
Alors, avec un matériel tout autre hein, que celui de Robin, c'est donc toujours mon Skywatcher 150-750, donc sur monture HEQ5 motorisé, bien entendu. L'appareil photo que j'utilisais, donc c'est un appareil photo numérique, un EOS 90D, avec son intervallomètre, bien entendu. Et donc, eh bien, j'ai eu quelque chose comme, alors je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est dans les environs de 1h30 de pause, hein, 1h20 ou 1h30 de pause. Euh, alors avec des acquisitions brutes hein, de 800 ISO. J'ai empilé donc ces acquisitions sous le logiciel Cyril, et puis ensuite j'ai fait un petit peu de traitement via le logiciel PhotoGimp. Et on obtient vraiment quelque chose de super joli. J'avais jamais obtenu quelque chose comme ça. Pourtant, auparavant, je l'avais déjà fait aux 200 000, mais à ce moment-là, j'avais eu moins d'acquisitions aussi, donc forcément, le résultat était moins intéressant. Voilà, donc pas de filtre particulier, rien du tout. Donc je vous laisse juger du résultat, mais je suis assez satisfait du rendu, malgré un suivi qui était quand même relativement défavorable. Ouais, hein, c'est une très belle photo aussi. Merci donc de nous avoir partagé ça. Et donc, eh bien, voilà que se terminent les éphémérides. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour le mois prochain, pour le mois d'octobre. Et en attendant, eh bien, nous vous souhaitons de bonnes observations à tous et à toutes.